Mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de parler donc la prise en charge de l'hypertension portale non cirrhotique. Voici mes liens d'intérêt. Donc l'hypertension portale non cirrhotique, deux aspects, le cavernum porte, autrement appelé thrombose porte chronique, et puis les maladies des petits vaisseaux à l'intérieur du foie, dont on parlera en deuxième partie. Alors, le cavernum porte, il est représenté ici sur ce schéma de Dominique Valla. Vous voyez le foie, vous voyez ici la veine porte qui a disparu, qui est thrombosée, et l'apparition de collatérales porte-aux-portes qui finalement vont aller drainer le foie depuis le secteur de la veine porte encore perméable. Et donc ce lacis de vaisseaux autour de la veine porte thrombosée constitue ce cavernum porte. Les manifestations sont typiquement l'hémorragie digestive par hypertension portale, rupture de varices. C'est la manifestation la plus fréquente, beaucoup moins fréquemment l'encéphalopathie hépatique ou la cholangiopathie portale. Alors, il est indispensable lorsqu'on a une thrombose porte, aiguë naturellement, et puis un cavernum également, de chercher des causes. Alors, les causes, ça va être des facteurs locaux. Et j'ai représenté sur ce tableau les trois études principales publiées ces dernières années. Étude des Barcelonais, 140 malades avec une thrombose porte, celle des Toulousains et puis celle du Centre des maladies vasculaires à Beaujon. Vous voyez que bien que ce soit des maladies qui sont rares, eh bien, notre structuration en réseau nous permet d'avoir des effectifs confortables de malades. Alors donc, il faut chercher le facteur local et donc, s'il s'agit d'un cavernum, retourner aux imageries initiales. Pour le chercher, ce facteur local est identifié dans 8 à 36% des cas. Il s'agit d'une chirurgie intra-abdominale, typiquement une sleeve gastrectomie, une infection intra-abdominale, une appendicite, une sigmoïdite, un traumatisme abdominal ou une inflammation comme une pancréatite ou une maladie inflammatoire intestinale. Alors, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un facteur local que ça dispense de chercher des facteurs généraux, puisque vous voyez qu'ils sont très fréquents chez la moitié à 2/3 des malades. Alors, les facteurs généraux, quels sont-ils? Alors, finalement, c'est les facteurs de risque de thrombose assez classiques, mutation du gène du 5, mutation du gène du 2, déficit en protéines C et S, et je vous rappelle que ces protéines sont synthétisées par le foie, donc il faut être prudent dans l'interprétation des taux bruts et les comparer aux autres facteurs de coagulation et aux taux de Quick notamment. Syndrome des anticorps antiphospholipides et puis d'autres maladies un peu plus rares, hémoglobinurie paroxytique nocturne, le B7. Mais finalement, la cause la plus fréquente, vous la voyez, c'est le syndrome myéloprolifératif, qui est une maladie rare, hein, c'est la polyglobulite vaqueuse, la thrombocytémie essentielle typiquement, et bien que ça soit une maladie rare, elle est fortement retrouvée dans nos malades ayant des thromboses portes, ce qui suggère une association pas du tout fortuite, et on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais en pratique, comment on fait pour chercher un syndrome myéloprolifératif chez nos malades? Alors, il y a eu un grand changement qui s'est produit en 2005, c'est la découverte de la mutation JAK2 V617F, qui est un marqueur de syndrome myéloprolifératif. Donc, on a un malade qui a une thrombose porte, un cavernum porte, on cherche tout de suite cette mutation. Elle est identifiée chez la majorité des malades qui ont une thrombose porte et un syndrome myéloprolifératif. Donc là, le diagnostic est fait, on l'envoie à l'hématologue, c'est bon. La difficulté, c'est qu'il persiste des malades qui ont un syndrome myéloprolifératif et qui n'ont pas de mutation de JAK2. Alors, on s'est attaqué avec le réseau français des maladies vasculaires du foie à cette question pour essayer d'identifier ces malades-là. Et on a tiré avantage du fait qu'il y a une autre mutation qui a été mise en évidence dans les syndromes myéloprolifératifs en 2013 qui s'appelle une mutation de calréticuline. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les malades qui ont une thrombose planchnique, qui ont une très grosse rate, plus de 16 cm de hauteur, et des plaquettes qu'on va dire anormalement normales, c'est-à-dire qu'avec une hypertension portale et une très grosse rate comme ça, on doit avoir une thrombopénie, eh bien là, il n'y en a pas, il y a plus de 200 000 plaquettes. Eh bien, si on a des malades qui rentrent dans ce cadre-là, il faut vraiment traquer le syndrome myéloprolifératif, chercher les mutations de calréticuline. Si on les trouve, il y a un syndrome myéloprolifératif, et si on ne les trouve pas, de toute façon, il faut vraiment faire une biopsie ostomédulaire parce que le risque d'avoir un syndrome myéloprolifératif est très élevé. La difficulté qui reste en 2018, c'est ces 3%-là. C'est des malades qui ont un syndrome myéloprolifératif, qui n'ont pas de mutation de JAK2, qui n'ont pas de mutation calréticuline. Alors là, ça devient des discussions au cas par cas avec les hématologues, prenant en compte, entre autres, la taille de la rate et les plaquettes, mais c'est bien difficile.
C'est important, difficilement important, parce qu'il faut prendre en charge le syndrome multifactoriel et on a l'impression que ça influe sur l'évolution des malades. Alors ensuite, il y a les cas dits idiopathiques. Vous voyez, c'est un tiers à la moitié des malades. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment idiopathiques, ces cas-là? Et je voudrais citer cette étude faite par le groupe de Toulouse, que je trouve extrêmement importante et intéressante, où ils ont regardé la prévalence de la surcharge pondérale chez les malades ayant une thrombose porte, comparée à la population générale. Donc, vous voyez, 50% de surcharge pondérale en France, population générale. Thrombose porte dite secondaire, c'est-à-dire qu'en fait, le bilan de thrombose avait trouvé une cause. Pareil que la population générale, 50% de surcharge pondérale. Et puis, quand ils ont regardé les thromboses portes dites idiopathiques, c'était un bilan de thrombose normal, bien plus de surcharge pondérale. Donc évidemment, ça attire l'attention, ça suggère un lien. Et finalement, quand ils ont regardé, en faisant des analyses statistiques, quels étaient les facteurs les plus fortement associés au fait d'avoir une thrombose dite idiopathique, eh bien, c'était le périmètre abdominale, la circonférence abdominale, qui était fortement associée. Donc ça suggère que l'obésité androïde pourrait favoriser le développement de thrombose porte, et il y a tout à fait un rationnel physiopathologique là-dessous. On pourra également en parler si vous le souhaitez. Alors, quel est le traitement du cavernum porte? Eh bien, je le redis, prise en charge de l'étau thrombotique, notamment du syndrome myéloprolifératif. C'est pour ça que c'est important de le trouver. Prise en charge et prévention de la rupture de varices œsophagiennes, comme on l'a évoqué précédemment, c'est-à-dire qu'on applique ce qu'on connaît de la cirrhose, on l'applique à l'hypertension portale non cirrhotique avec un niveau de preuve faible. Des diurétiques s'il y a de l'acide, mais finalement l'acide survient surtout quand il y a des épisodes d'hémorragie digestive. Et puis l'anticoagulation, la grande question, comment on gère ça? Donc je vous rappelle qu'on est chez des malades qui ont une thrombose porte chronique, un cavernum, donc on a passé les 6 premiers mois après la thrombose porte aiguë. Et là, les questions qu'on se pose, c'est y a-t-il un état prothrombotique sous-jacent fort? C'est quoi un état prothrombotique sous-jacent fort? C'est un syndrome myéloprolifératif, un syndrome des anticorps antiphospholipides ou un antécédent personnel ou familial au premier degré de thrombose. Si la réponse est oui, actuellement on considère que le risque de thrombose est élevé et qu'il faut mettre une anticoagulation curative au long cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date de fin actuellement à notre connaissance. Actuellement, on propose des antivitamines K et il y a un PHRC national qui est proposé, coordonné par Isabelle Olivier, qui vient d'être déposé pour comparer AVK versus anticoagulant direct, mais certainement de la prudence encore actuellement. Si la réponse est non, autrement dit, il n'y a pas de facteur de risque de thrombose fort. Alors là, c'était le PHRC report coordonné par Aurélie Plessier, dont vous avez entendu parler très largement ces dernières années. Ce PHRC vient d'être interrompu parce qu'il est apparu qu'après avoir inclus un peu plus d'une centaine de malades, qu'il y avait un groupe qui était supérieur à un autre, autrement dit, qu'il y avait plus d'hémorragie dans le groupe non traité que dans le groupe traité au rivaroxaban. Autrement dit, les malades, maintenant, on leur suggère de passer sous anticoagulant direct, la rivaroxaban, mais on continue le suivi de l'étude pour voir avec le temps s'il y a des événements hémorragiques qui s'accumulent. Donc, on a l'impression que la balance va du côté de l'anticoagulation, mais il faut encore de la prudence et bien collecter les événements hémorragiques. On en saura plus d'ici un an ou deux. Parlons maintenant de ces maladies et petits vaisseaux à l'intérieur du foie. Alors, quand l'anatomopathologiste fait une biopsie, eh bien, il peut vous décrire des lésions histologiques appelées vénopathie portale oblitérante, hyperplasie nodulaire régénérative, sclérose hépatoportale, fibrose portale non cirrhotique. Je suis sûr que vous avez entendu parler de ces mots-là. Et finalement, c'est des entités qui sont très proches, histologiques, mais très proches. Quand on est clinicien, on a aussi des malades dont on dit qu'ils ont une hypertension portale idiopathique ou une hypertension portale intrahépatique non cirrhotique. Mais si on leur fait une biopsie du foie, on va trouver volontiers ces lésions-là. Donc finalement, beaucoup de mots, beaucoup de complexité pour aucune conséquence pratique actuellement, si bien qu'il a été proposé l'année dernière de rassembler tous ces termes-là sous une même entité qui va tous les recouvrir et qui s'appelle maladie vasculaire porto-sinusoïdale. C'est le réseau européen des maladies vasculaires du foie, Valdig, qui a proposé ça. Alors pourquoi ce terme a-t-il été choisi, maladie vasculaire porto-sinusoïdale? Parce que c'est vasculaire, et puis parce que c'est lié à une obstruction des petites vénules portes et ou avec un retentissement sur l'architecture du foie au niveau des sinusoïdes.
Alors, quelles sont les manifestations cliniques de cette maladie vasculaire portosinusoïdale? Eh bien, ça va être volontiers un contraste entre des signes d'hypertension portale ou des complications, présents chez 70% des malades, donc pas tous, avec une fonction hépatique préservée. Vous voyez qu'un TP inférieur à 50%, c'est finalement assez rare. Donc ça attire l'attention. Hypertension portale, pas d'insuffisance hépatique, on se dit c'est peut-être pas une cirrhose. Mais avec l'avènement des tests non invasifs, il y a une autre circonstance qui doit attirer l'attention, c'est une hypertension portale évidente, des varices de grande taille. On fait un fibroscan qui montre une élasticité hépatique basse, typiquement inférieure à 14 kPa, bien que les seuils doivent être encore définis. Ça aussi, ça doit attirer l'attention et inviter à faire une biopsie du foie. Enfin, anomalie des tests hépatiques. En 2018, quand on a un malade qui a un bilan hépatique perturbé, on fait tout le travail des pathologues, on ne trouve rien, on arrive à la biopsie du foie et là on a une chance sur 5 de mettre en évidence des anomalies histologiques de maladies vasculaires portosinusoïdales. Alors, un nom, il faut une définition. Alors, quelle est la définition proposée? La biopsie, je vous l'ai dit, c'est essentiel. Ça doit être une biopsie, mais une biopsie de bonne qualité, grande taille, plus 20 mm, qui permet d'écarter avec certitude une cirrhose. C'est essentiel. Mais une biopsie qui ne montre pas de cirrhose, évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut des signes associés, un signe spécifique soit d'hypertension portale, et vous voyez qu'on aura une hypertension portale non cirrhotique, donc spécifique d'hypertension portale, ou bien spécifique, histologique de cette maladie vasculaire portosinusoïdale. Alors, regardons ce que sont ces signes spécifiques d'hypertension portale. Eh bien, c'est des varices de grande taille, c'est une hémorragie de l'hypertension portale, ou bien c'est en imagerie des collatérales portosystémiques. Les signes histologiques spécifiques de cette maladie vasculaire portosinusoïdale, on retrouve les entités dont on parlait initialement. Vous voyez schématisé, une image à gauche d'un espace porte normal. Vous reconnaissez l'artériole hépatique, le canal biliaire interlobulaire. Vous voyez une jolie vénule porte. À droite, vous reconnaissez un espace porte puisqu'il y a un canal biliaire interlobulaire, une artériole hépatique. Et là, vous voyez qu'il manque une structure. Il n'y a pas de vénule porte. Il s'agit d'une vénopathie portale oblitérante et un signe vraiment caractéristique de maladie vasculaire portosinusoïdale. Autre lésion histologique spécifique, c'est l'HNR, l'hyperplasie nodulaire régénérative. Vous voyez que sur cette coloration à la réticuline, qui souligne très bien la trame réticulinique et qu'on ne doit pas hésiter à demander en cas de doute, on détecte un nodule ici, mais contrairement à la cirrhose où ce nodule serait entouré de fibrose, là il n'est pas entouré de fibrose, il est entouré de travées hépatocytaires qui sont atrophiées. Enfin, la fibrose septale incomplète est également une lésion très évocatrice. Donc ça peut être une biopsie qui montre l'absence de cirrhose et un signe clinique spécifique d'hypertension portale ou bien un signe histologique spécifique de maladie vasculaire portosinusoïdale. Mais l'autre possibilité, c'est à nouveau une biopsie de bonne taille qui permet d'écarter avec certitude une cirrhose et l'association d'un signe clinique non spécifique d'hypertension portale avec un signe histologique non spécifique de maladie vasculaire portosinusoïdale. Alors, qu'est-ce que c'est un signe clinique non spécifique d'hypertension portale? Vous les connaissez, c'est l'acite. On sait bien qu'il y a d'autres causes à l'hypertension portale que l'acite, d'autres causes à la thrombopénie que l'hypertension portale et d'autres causes à la splénomégalie que l'hypertension portale. Les signes histologiques non spécifiques de maladie vasculaire portosinusoïdale, c'est un petit peu des versions dégradées de ceux qu'on a vus spécifiques. Ça va être des anomalies des espaces portes, mais l'anapathe ne peut pas signer une vraie vénopathie portale oblitérante, ou des modifications de l'architecture, mais ce n'est pas une vraie HNR, des dilatations des sinusoïdes ou une fibrose périsinusoïdale. Donc on a ces malades qui ont une maladie vasculaire portosinusoïdale. Que va-t-il advenir d'eux? Quelles sont les complications? L'hémorragie digestive par rupture de varices, c'est vraiment une complication importante, puisque vous voyez que dans cette étude barcelonaise, malgré une prophylaxie adaptée, il persistait un quart d'hémorragie digestive à 5 ans, donc malgré une prophylaxie. L'autre problème, c'est la thrombose de la veine porte, fréquente dans cette population, 33% à 5 ans, et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un tournant évolutif de la maladie et que le malade qui a une thrombose porte va avoir plus de complications, notamment d'hypertension portale. L'acite, ça survient typiquement au décours d'un épisode d'hémorragie digestive. L'encéphalopathie hépatique, c'est rare. Et le carcinome hépatocellulaire, exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? On va faire la prévention de rupture de varices œsophagiennes, à nouveau comme dans la cirrhose. L'anticoagulation, grande question. On a vu que c'est 33% de thrombose de la veine porte à 5 ans. Donc,
on a envie de mettre une anticoagulation préventive. Et pour répondre à cette question, on a déposé un PHRC et on est heureux qu'il ait été accepté. Il va débuter en septembre prochain. PHRC national et beaucoup de centres en France vont y participer, qui va inclure 166 malades, randomisés en 2 groupes. Apixaban, qui est un anticoagulant direct, c'est l'Eliquis en fait. 2,5 2 par jour, c'est une petite dose, versus placebo, suivi 2 ans, critère de jugement survenu de thrombose porte ou d'extension de thrombose porte, en ayant bien sûr un œil attentif aux hémorragies. Donc on pourra répondre à la question de l'intérêt de l'anticoagulation dans cette population-là. Les diurétiques, bien sûr, s'il y a de l'acide. Et puis, si on a des cas un peu difficiles, des malades qui font des complications sévères, on va pouvoir se poser la question du TIPS ou de la transplantation hépatique. Un petit mot du TIPS, puisqu'on est heureux d'avoir des données récentes grâce à ce travail du réseau VALDIC, du réseau européen des maladies vasculaires du foie, où on a pu analyser un peu plus d'une quarantaine de malades qui ont eu en Europe un TIPS pour maladie vasculaire portionnelle avec hypertension portale, autrement dit hypertension portale intrahépatique non cirrhotique, avec 2 grandes indications, hémorragie digestive, acide réfractaire. Voyons les résultats. Commençons par les hémorragies digestives. En gros, c'est bon. Vous voyez un décès sur 25 malades, 17 succès, 7 récidives, mais si on fait une révision du TIPS, eh bien, on arrive à contrôler les malades. Donc, en bref, le TIPS, ça marche bien quand il y a une hémorragie digestive sur hypertension portale non cirrhotique. Acide réfractaire, il en est tout autrement. Vous voyez qu'ici, il y a eu 16 malades qui ont eu un TIPS pour acide réfractaire donc dans cette maladie vasculaire portionnelle avec hypertension portale. 7 décès sur 16, échec ou non-contrôle d'acide chez 3 malades, donc au total 10 sur 16 qui sont des échecs et 6 succès. Donc ce n'est pas brillant. Quels sont les facteurs qui permettent de prédire et du coup de stratifier, de choisir de faire ou de ne pas faire un TIPS? Eh bien, ce qui sort, c'est créatinémie et des comorbidités, c'est-à-dire le fait d'avoir des maladies sous-jacentes à cette atteinte des petits vaisseaux du foie. En gros, si il y a une créatinémie qui est normale, inférieure à 100 micromoles par litre, et où, par de comorbidité, l'évolution est bonne. S'il y a l'association d'une créatinémie qui n'est pas strictement normale et d'une comorbidité, là, vous voyez que la survie est très altérée. Voilà, en conclusion, mesdames, messieurs, le Cavernom porte, je pense qu'actuellement, ce qu'il faut retenir de nouveau, c'est qu'il faut vraiment traquer le syndrome prolifératif et qu'on est aidé, bien sûr, outre JAK2, par ce critère grosse rate et plaquettes normales, qui doit vraiment inciter à chercher les syndromes prolifératifs. Et grâce au papier Toulouse, je pense qu'on peut ajouter à la liste des causes l'obésité abdominale. Concernant la maladie vasculaire portionnelle, c'est un nom qui recouvre les entités qu'on appelait hyperplasie nodulaire régénérative, vénopathie portale oblitérante, hypertension portale idiopathique. La biopsie hépatique est essentielle et pour l'anticoagulation, eh bien, il va falloir inclure dans notre PHRC APIS pour essayer d'avoir la réponse à cette question. Je voudrais remercier le réseau français des maladies vasculaires du foie qui est au sein de la filière FIL-Foie, qui est coordonné par Aurélie Plessier et avec des centres répartis dans toute la France. Et je voudrais vous remercier de votre attention.